Elle a embrassé un inconnu dans une boîte de nuit bondée pour rendre son ex jaloux, et sa bouche avait le goût de l'hiver et du fer. Tout le monde pensait que c'était juste un coup d'un soir. Ce que personne ne savait, c'est que l'homme qu'elle venait de s'approprier était le roi des vampires, qui n'avait pas ressenti de chaleur depuis 3 siècles, et il venait de décider qu'elle était à lui. Mara Torres se fraya un chemin à travers la masse de corps du Crimson Lounge, le cœur déjà battant la chamade et les mains tremblantes à cause de l'adrénaline et de 2 verres de vin bon marché, le genre d'énergie téméraire qui provenait de 3 semaines où son ex Tyler faisait exploser son téléphone à 2 heures du matin, se pointait devant son appartement avec un café en prétendant que c'était une coïncidence, la coinçait à l'épicerie pour lui demander si elle voyait quelqu'un de nouveau, comme s'il avait le droit de savoir. Et ce soir, il l'avait suivie jusqu'ici, il l'avait carrément suivie dans la boîte, la voix trop forte et les mouvements trop désinvoltes, se faufilant entre les danseurs pour crier qu'elle faisait une erreur et qu'elle était toujours à lui, le pronom possessif tranchant à travers la basse comme une gifle. Et Mara sentit la honte brûlante familière lui monter au cou parce que tout le monde regardait maintenant, regardant son ex faire une scène, la regardant être la fille qui ne pouvait pas se débarrasser de l'homme qui refusait de la laisser partir. Et quelque chose dans sa poitrine se fissura sous l'effet d'un pur désespoir, celui qui faisait ressembler les mauvaises décisions à de la survie. Alors elle ne réfléchit pas, elle bougea simplement, balayant la foule du regard à la recherche de quelqu'un qui semblait capable de faire reculer Tyler, quelqu'un de grand ou d'intimidant ou de visiblement désintéressé par les drames, et ses yeux se posèrent sur un homme seul près des cordes de la section VIP, costume anthracite assez vif pour couper, cheveux sombres plaqués en arrière, peau pâle qui captait mal les lumières stroboscopiques, trop lisse, trop immobile, et il ne dansait pas, ne buvait pas, ne consultait pas son téléphone. Il se tenait juste là dans une poche d'espace que la foule semblait éviter sans s'en rendre compte, comme si les gens lui laissaient instinctivement de la place. Et Mara ne s'arrêta pas pour se demander pourquoi. Elle se fraya simplement un chemin à travers les quelques corps qui les séparaient. Lui attrapa le visage à 2 mains et l'embrassa brutalement. Sa bouche était froide, choquamment froide, pas comme celle d'une personne qui serait restée dans une boîte chaude même pendant 5 minutes, mais froide comme du métal laissé dehors en hiver, et il y avait un goût en dessous, vif et minéral, comme sucer une pièce de monnaie, comme du fer et quelque chose de plus ancien, et d'anormal, complètement anormal. Mais Mara était lancée maintenant, ses lèvres pressées contre les siennes, et son cœur martelant ses côtes. Et pendant 1 seconde suspendue, il ne bougea pas, ne réagit pas, resta juste figé sous son contact, puis sa main se leva pour enserrer sa nuque, ses doigts frais et fermes, et il lui rendit son baiser avec une précision qui semblait délibérée, contrôlée, comme s'il la goûtait, la testait, et quand elle se retira enfin, allaitante, sa première pensée fut « S'il te plaît », pourvu que Tyler ait vu ça, et sa deuxième pensée fut « Qu'est-ce que je viens de faire, bordel ?» parce que l'homme la regardait avec des yeux gris pâles, qui ne sciaient pas, ne vacillaient pas, fixés sur son visage avec une intensité qui lui donnait la chair de poule, et toute la section VIP était devenue silencieuse, les conversations coupées en pleine phrase, les verres arrêtés à mi-chemin des bouches, la sécurité figée près des cordes, tous la fixant, elle et l'inconnu, avec des expressions qu'elle ne pouvait pas déchiffrer, quelque chose entre le choc, la peur et une sorte de respect sombre. Elle prit conscience de la base qui vibrait à travers le sol, des lumières stroboscopiques qui découpaient des tranches de rouge et de bleu sur son visage, de la façon dont la foule autour d'eux s'était reculée sans qu'elle s'en aperçoive, créant un cercle d'espace vide, et quand elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, Tyler était toujours là, mais il avait cessé de crier, le visage pâle et les yeux écarquillés, et il reculait, trébuchant un peu, le regard fixé non pas sur Mara, mais sur l'homme derrière elle, et le videur était soudain au coude de Tyler, un grand type en noir avec une oreillette, se penchant pour dire quelque chose que Mara ne pouvait pas entendre, et Tyler hocha la tête brusquement
et se laissa guider vers la sortie. Et Mara sentit une vive pointe de soulagement, immédiatement suivie d'une vague de peur froide, parce que Tyler avait été ivre, en colère et bruyant, mais il n'avait jamais eu l'air effrayé, pas comme ça. Pas comme s'il venait de voir quelque chose qui lui avait fait oublier pourquoi il était en colère. Elle se retourna vers l'inconnu et essaya de s'éloigner, mais sa main était toujours sur sa nuque, ne la serrant pas, juste posée là, une légère pression qui semblait impossible à briser. Et sa voix, quand il parla, était basse et douce, presque curieuse, comme s'il était sincèrement intéressé par sa réponse quand il dit « Tu as le goût de la peur et du vin. Sais-tu ce que tu viens de faire? » Et Mara ouvrit la bouche pour dire quelque chose de dédaigneux, quelque chose comme ce n'était qu'un baiser ou merci de t'être prêté au jeu, mais les mots moururent dans sa gorge parce que ses yeux n'avaient pas quitté son visage, gris et sans ciller, et il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas tout à fait humain. Une immobilité qui allait plus loin que le calme, et elle s'entendit dire « Joue juste le jeu pendant 2 minutes, s'il te plaît », sa voix sortant essoufflée et plus faible qu'elle ne l'avait prévu. Et il pencha légèrement la tête, l'étudiant, et dit 2 minutes, la répétition douce et presque amusée, et Mara hocha la tête même si elle n'était pas sûre de ce à quoi elle consentait, et le bruit de la boîte semblait très lointain maintenant, étouffé, comme s'il se tenait à l'intérieur d'une bulle d'air froid, que la musique ne pouvait pas tout à fait pénétrer. Le videur revint sans Tyler et s'arrêta au bord des cordes VIP, les mains jointes devant lui, attendant, et l'inconnu le regarda et fit un petit geste que Mara ne saisit pas, un mouvement des doigts ou une inclinaison de la tête. Et le videur hocha la tête et se fondit à nouveau dans la foule, et Mara réalisa avec une secousse nauséeuse que l'inconnu venait de donner un ordre et qu'il avait été obéi instantanément, sans question, sans hésitation. Et elle essaya à nouveau de reculer, mais sa main glissa de sa nuque à son épaule, toujours légère, toujours prudente, mais l'ancrant sur place. Et il dit « Quel est ton nom ?» Et Mara déglutit difficilement et dit « Est-ce que ça a de l'importance ?» Sa voix plus vive maintenant, un peu en colère parce que la colère était plus facile que la peur. Et le coin de sa bouche se souleva, pas tout à fait un sourire, plutôt la reconnaissance de quelque chose qui lui plaisait. Et il dit ça en aura, et la façon dont il le dit le fit sonner comme une promesse et une menace à la fois. Et Mara sentit son pouls s'accélérer de nouveau, fort dans ses oreilles, et elle devint soudain hyper consciente de sa proximité, de son immobilité, de la façon dont sa poitrine ne semblait pas se soulever et s'abaisser avec sa respiration, et le goût du fer était toujours sur sa langue. La section VIP autour d'eux n'était pas revenue à la normale, les gens regardaient toujours, toujours silencieux, et Mara aperçut une femme en tailleur blanc assise à l'une des tables en verre, ses yeux sombres fixés sur Mara, avec une expression qui aurait pu être de la pitié ou du calcul, et un homme dans un coin avec un verre qu'il ne buvait pas, sa posture trop alerte, et Mara comprit avec une clarté qui ressemblait à de l'eau glacée que tout le monde ici connaissait l'inconnu, le connaissait et le craignait. Et elle venait de s'approcher de lui et de l'embrasser devant des témoins comme si elle avait la moindre idée de ce qu'elle faisait. Et l'inconnu dit à moi, juste ce mot, calme et final, et la femme en tailleur blanc détourna la première le regard, la mâchoire serrée, et l'homme dans le coin posa son verre et partit. Et Mara resta là avec la main de l'inconnu sur son épaule, et le goût de l'hiver et du fer dans la bouche, et la terrible certitude insidieuse que Tyler avait été le moindre de ses problèmes, que ce qu'elle venait de commencer allait être bien pire qu'un ex qui ne pouvait pas la laisser partir. Et l'inconnu la regardait toujours, patient et possessif, comme s'il avait tout le temps du monde pour attendre qu'elle comprenne, et la basse lança une nouvelle chanson, lourde et lente, et Mara pensa follement c'est une erreur. Je dois partir, je dois courir, mais ses pieds restèrent plantés sur le sol et sa main reposait toujours contre sa poitrine, où elle avait attrapé le revers de son costume, pour l'attirer vers elle pour le baiser,
et sous sa paume, il n'y avait pas de battement de cœur. Rien, juste du froid et de l'immobilité, et la légère trame coûteuse du tissu, et elle sut avec la partie de son cerveau, qui croyait encore à la survie, plutôt qu'à la logique, que courir serait la pire chose qu'elle puisse faire, que ses yeux la suivraient, et que sa main l'attraperait, et que quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas du tout son choix. Alors à la place, elle resta là, et soutint son regard, et essaya de ne pas le laisser voir à quel point elle tremblait, et il sourit alors, un vrai sourire, lent et acéré, et dit « Je pense que nous devrions parler ». Et Mara s'entendit dire d'accord, même si chacun de ses instincts hurlait non. Et il laissa finalement tomber sa main de son épaule et désigna une porte au fond de la section VIP, noire et sans inscription. Et Mara marcha vers elle parce que qu'allait-elle faire d'autre? Et derrière elle, la foule recommença enfin à bouger, les conversations reprenant en faibles murmures. Et elle entendit quelqu'un dire « Est-ce qu'elle vient vraiment de l'embrasser ?» Et quelqu'un d'autre dire « Elle n'a aucune idée, la pauvre. » Et la main de l'inconnu se posa dans le creux de son dos, la guidant, et la porte s'ouvrit sur un couloir éclairé d'une lumière bleue et froide. Et Mara entra et l'entendit se refermer derrière eux avec un bruit de serrure qui se verrouille. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Mara se réveilla au son de l'alarme de son téléphone hurlant à 8 heures du matin, et avec la certitude écœurante et immédiate que la nuit dernière s'était réellement produite, la boîte, le baiser et l'inconnu aux lèvres froides qui avait dit « à moi » comme s'il le pensait, et elle resta allongée 1 minute à regarder son plafond avec sa tache d'humidité dans le coin en forme de main, et essaya de se convaincre que c'était un rêve étrange provoqué par trop de vin et trop de Tyler, mais sa bouche avait toujours un goût de fer, et son épaule sentait encore la pression fantôme de sa main. Et quand elle se traîna finalement hors du lit et trébucha vers la cuisine, elle la vit, une enveloppe crème sur le sol, juste à l'intérieur de sa porte, trop épaisse et d'apparence trop coûteuse pour être du courrier publicitaire, et elle resta là dans son t-shirt trop grand et pieds nus, à la fixer comme si elle pouvait mordre. Elle la ramassa, la retourna, pas d'adresse ni de timbre, juste l'enveloppe elle-même faite d'un papier qui ressemblait à du tissu sous ses doigts, et à l'intérieur se trouvait un unique morceau de carton, lourd et texturé, avec une écriture à l'encre noire qui semblait avoir été faite avec un vrai stylo-plume, le genre de calligraphie élégante qu'on trouve dans les musées ou les cabinets d'avocats. Et la note disait « Vous me rencontrerez ce soir à 20 heures. La voiture arrivera à 19h45. Ne m'obligez pas à venir vous chercher. Signé L.A. » Et glissée derrière la note se trouvait une carte de visite noire frappée d'un symbole en argent, une couronne surmontant un calice, le dessin suffisamment en relief pour qu'elle puisse le sentir sous son pouce. Et Mara se tenait dans sa minuscule cuisine, tenant cette chose qui ne devrait pas exister, et sentit son cœur commencer à s'emballer, parce que comment savait-il où elle vivait? Comment avait-il fait passer ça sous sa porte? Et quand l'avait-il fait, pendant qu'elle dormait à seulement 6 mètres de là? Elle prit une photo du symbole avec son téléphone et la passa dans tous les moteurs de recherche d'images inversées auxquels elle pouvait penser. Google, Pinterest et un forum louche qui prétendait identifier l'imagerie occulte. Mais rien ne sortit, juste un tas de clipards de couronnes et de verres à vin sans rapport, et elle s'assit à sa table de cuisine entourée des épreuves de design de la veille et de tasses de café vides, et essaya de décider si elle avait peur, si elle était en colère, ou les deux, et finalement appela Jenna parce que Jenna lui dirait qu'elle surréagissait, rirait, et dirait que c'était juste un type riche avec des problèmes de limite. Et bien sûr, Jenna décrocha à la 3e sonnerie et écouta l'explication haletante de Mara, puis dit « Peut-être qu'il est juste intéressé par toi. Laisse le beau mec mystérieux t'offrir à dîner. » Et Mara dit « Je l'ai utilisé pour me débarrasser de Tyler. Je ne lui dois rien. » Et Jenna dit « Bien sûr, mais il ne le sait pas. Il pense probablement que tu joues la difficile. Envoie-lui juste un texto pour dire que tu es occupé
Et Mara regarda de nouveau la note et dit « Il n'a pas laissé de numéro ». Et Jenna resta silencieuse une seconde, puis dit « D'accord, c'est un peu bizarre, mais quand même, probablement inoffensif. Les riches sont toujours dramatiques. » Et elles parlèrent encore 10 minutes de tout et de rien, du nouveau travail de Jenna et de sa colocataire horrible, et si Mara voulait aller bruncher ce week-end, des choses normales, des choses sûres. Et au moment où Mara raccrocha, elle s'était presque convaincue que Jenna avait raison, que ce n'était qu'un riche maladroit qui pensait que du papier cher équivalait à de la romance. Et elle jeta la carte de visite à la poubelle et alla prendre sa douche. La journée passa dans le flou habituel du travail en freelance. Des emails et de la tentative de ne pas vérifier son téléphone toutes les 5 minutes pour voir si Tyler avait texté, ce qu'il n'avait pas fait, ce qui était une sorte d'inquiétude en soi parce que Tyler textait toujours, mais peut-être que la scène à la boîte l'avait finalement effrayé. Peut-être que l'avoir embrassé quelqu'un d'autre avait été le signal d'alarme dont il avait besoin. Et Mara essaya de se sentir soulagée à ce sujet et de ne pas penser aux yeux gris de l'inconnu ou à la façon dont la section VIP était devenue silencieuse ou au mot « à moi » suspendu dans l'air comme un verdict, et à 19 heures, elle avait presque réussi à tout chasser de son esprit, s'était convaincue que 19h45 viendrait et passerait et que rien ne se passerait, que la note avait été un bluff ou une blague ou un test qu'elle avait déjà réussi en l'ignorant. À 19h45 exactement, une berline noire s'arrêta devant son immeuble, élégante et chère, et complètement déplacée dans sa rue, aux trottoirs fissurés et aux poubelles débordantes. Et Mara regarda depuis la fenêtre de son 3e étage le chauffeur sortir, un homme en costume et casquette sombre, et se diriger vers l'entrée de son immeuble, et son interphone sonna. Le son strident dans son appartement silencieux. Et elle ne bougea pas, resta là, les bras croisés et la mâchoire serrée. Et l'interphone sonna de nouveau, plus longtemps cette fois, insistant, puis s'arrêta. Et Mara attendit, le cœur battant, et rien ne se passa. Le chauffeur remonta dans la voiture, et la voiture resta là, moteur en marche, et elle pensa bien. Qu'il attende, qu'il réalise que je ne suis pas une fille qui saute quand on l'appelle, et elle se détourna de la fenêtre et essaya de retourner à son ordinateur portable, essaya de se concentrer sur le design du logo qu'elle devait finir pour demain, mais la voiture était toujours là. Elle pouvait la sentir comme un poids appuyant contre l'immeuble, et à 19h58, son téléphone vibra. Elle regarda l'écran, numéro inconnu, et le texto disait « J'attends », juste ces 2 mots. Et Mara sentit quelque chose de froid glisser le long de sa colonne vertébrale parce qu'elle ne lui avait pas donné son numéro non plus, ne lui avait rien donné sauf un unique baiser imprudent, et il avait son adresse et son numéro de téléphone et apparemment une patience infinie, et elle tapa en retour. « Je n'ai pas accepté de vous rencontrer. » Appuya sur envoyer, regarda la petite notification de livraison apparaître, puis rien, pas de réponse, juste le silence, et la voiture resta devant son immeuble, et Mara s'assit sur son canapé et fixa son téléphone et essaya de décider quoi faire, et les minutes passèrent, 20h05, 20h15, 20h30, et la voiture ne bougeait pas, et son téléphone ne vibrait plus, et elle commença à penser qu'il abandonnerait peut-être, que c'était peut-être la fin, un test de volonté qu'elle gagnait par pure obstination, et puis, à 21h34, la porte de son appartement se déverrouilla de l'extérieur. Elle entendit le pêne dormant glisser et la poignée tourner, et elle fut sur ses pieds avant de pouvoir réfléchir, reculant de la porte alors qu'elle s'ouvrait et qu'il entrait, l'inconnu de la boîte. Sauf que maintenant, il était dans son espace, chez elle, et il avait l'air déplacé ici, trop grand, trop vif et trop froid, comme si un morceau d'hiver s'était détaché et avait appris à marcher. Et derrière lui se tenaient 2 silhouettes en manteau sombre, silencieuses et immobiles. Et Mara ouvrit la bouche pour crier, et il dit « Ne le faites pas, juste ça », sa voix calme et absolue, et sa voix mourut dans sa gorge.
Et il regarda les deux silhouettes et dit « Attendez dehors ». Et ils se tournèrent et partirent sans un mot, refermant la porte derrière eux. Et Mara était seule avec lui dans son minuscule salon encombré, et il avait l'air furieux. La première vraie fissure dans le sang-froid glacial qu'il avait arboré à la boîte, la mâchoire serrée et les yeux durs, et il dit « Vous avez ignoré ma convocation ». Et Mara retrouva sa voix et dit « Je ne reçois pas d'ordre d'inconnus qui s'introduisent dans mon appartement. » Et il sourit à cela, un sourire sec et sans humour, et dit « Nous ne sommes pas des inconnus. Plus maintenant, vous vous en êtes assuré quand vous avez posé votre bouche sur la mienne devant toute ma cour. » Il s'avança plus loin dans la pièce, regardant ses meubles de seconde main, sa pile de livres et sa table basse couverte de croquis, et il semblait à la fois royal et absurde ici, trop grand pour l'espace, trop cher. Et Mara dit « Sortez ou j'appelle la police », et il se tourna pour la regarder et dit « Les lois mortelles ne s'appliquent pas à moi », et la façon dont il dit mortel lui serra l'estomac, et il continua « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez commencé hier soir, de ce que vous avez fait. » Et Mara dit ce n'était qu'un baiser, et il rit, un rire amer et sec, et dit juste un baiser. Vous pensez que je voulais ça. J'ai passé 3 siècles à éviter exactement ça. Et Mara dit alors laissez-moi partir, et il dit je ne peux pas. Le lien ne se soucie pas de ce que je veux. Il se soucie de ce dont j'ai besoin, et elle dit quel lien, de quoi parlez-vous, sa voix montant, et il dit asseyez-vous. Je vais vous expliquer ça une seule fois. Mara ne s'assit pas, resta debout le dos près du mur, et il soupira et dit bien, restez debout si ça vous rassure, mais écoutez. Quand vous m'avez embrassé, vous avez créé quelque chose appelé une résonance, un lien de sang. Il ne se forme que lorsqu'un vampire reconnaît son écho. Un mortel dont la force vitale reflète quelque chose de perdu dans la mort du vampire. Et Mara entendit le mot vampire et sentit le sol basculer sous ses pieds et dit « Vous êtes fou » et il dit « J'aimerais bien, ce serait plus simple, mais non, je suis un vampire, je le suis depuis 312 ans et vous êtes mon écho, ce qui signifie que le lien m'attire déjà vers vous, si vous fuyez je vous trouverai, si vous le niez, le lien se resserrera jusqu'à nous rendre tous les deux fous. La résonance ne se soucie pas de la commodité ou du consentement, elle est, tout simplement, et je suis ici pour vous offrir un choix. Venez de votre plein gré et apprenez les règles, ou j'invoquerai l'alliance, une ancienne loi qui permet aux vampires de réclamer les mortels qui déclenchent la résonance. Et de toute façon, vous êtes à moi maintenant. La seule question est de savoir si vous entrez là-dedans les yeux ouverts ou en vous débattant. Mara le fixa et essaya de trouver le mensonge, l'angle, la caméra cachée qui rendrait cela sensé, mais son expression était sérieuse, fatiguée et frustrée. Et elle dit que se passe-t-il si je refuse? Et il dit alors « J'invoque l'alliance, et je vous prends de force, et je préférerais ne pas. J'accorde de la valeur au consentement, même quand l'univers ne le fait pas. Mais je ferai ce que je dois faire pour survivre, et en ce moment, la survie signifie vous garder près de moi. » Et Mara dit « C'est de la folie. Vous parlez d'enlèvement. » Et il dit « Je parle d'une ancienne loi surnaturelle qui précède votre pays de plusieurs siècles. Les tribunaux mortels n'ont aucune juridiction ici. Et si vous essayez de me combattre, vous perdrez. Alors je vous le demande, s'il vous plaît, venez avec moi ce soir. Laissez-moi vous montrer à quoi vous avez affaire. Laissez-moi vous expliquer les règles avant que vous ne preniez une décision qui nous privera tous les deux du choix. » Elle le regarda vraiment, et vit la tension dans ses épaules et la crispation autour de ses yeux et la façon dont il se tenait très immobile, comme si le mouvement lui coûtait quelque chose. Et elle réalisa avec une secousse nauséeuse qu'il disait la vérité, ou du moins qu'il croyait la dire, et qu'il soit un vampire ou juste un homme très riche et très délirant avec assez de pouvoir pour faire plier les gens et assez d'habileté pour déverrouiller sa porte sans clé, le résultat était le même. Il n'allait pas la laisser partir, et se battre ne ferait qu'empirer les choses. Alors elle dit une nuit « Je vous donne une nuit pour expliquer. »
et ensuite je pars. Et il dit d'accord, et fit un geste vers la porte. Et Mara attrapa son téléphone et ses clés avec des mains tremblantes et le suivit dans le couloir où attendaient les deux silhouettes silencieuses. Et ils descendirent les escaliers et sortirent vers la voiture noire qui tournait toujours au ralenti sur le trottoir. Et Mara monta parce que quel choix avait-elle? Et la porte se referma avec un bruit de couvercle de cercueil, et ils partirent. La ville défila derrière les vitres teintées, les rues familières devenant étranges dans le noir, et Mara s'assit aussi loin de lui que le permettait la banquette arrière et regarda les bâtiments devenir plus hauts et plus anciens alors qu'ils entraient dans le quartier historique, briques et fer et rues étroites qui avaient encore des lampadaires à gaz. Et finalement, la voiture s'arrêta devant un gratte-ciel élégant, qui ressemblait à un éclat de verre noir planté dans l'horizon. Et il dit « Bienvenue à la tour de verre ». Et Mara sortit et leva les yeux vers le bâtiment qui disparaissait dans les nuages bas, et il posa sa main dans le creux de son dos, légère et froide à travers sa veste, et la guida à l'intérieur. Le hall n'était que marbre et lustre, des baies vitrées du sol au plafond, surplombant la ville comme un royaume étalé pour l'inspection. Et il y avait des gens ici, de belles personnes en vêtements coûteux. Et ils s'arrêtèrent de parler quand il entra, se tournèrent pour regarder, et chacun d'eux s'inclina, une légère inclination de la tête, respectueuse et automatique. Et Mara eut l'impression de marcher dans un rêve. Rien n'avait de sens. Et il la conduisit à un ascenseur avec des portes qui ressemblaient à de l'argent martelé, et ils montèrent, 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 et quand les portes s'ouvrirent, une femme attendait, grande et élégante dans un tailleur blanc, les cheveux sombres tirés en arrière sévèrement. Et elle regarda Mara avec des yeux qui étaient à la fois bienveillants, apitoyés et calculateurs, et il dit « Célène, briefez-la, je serai dans mon bureau. » Et il s'éloigna dans un couloir éclairé d'une lumière blanche et froide. Et Célène sourit et dit « Vous devez être Mara, venez, parlons. » Et elle conduisit Mara dans une salle de conférence aux murs de verre et aux fauteuils en cuir, et lui versa une tasse de café d'une carafe qui était encore chaude, et dit « J'imagine que vous avez des questions. » Célène parla pendant 1 heure, de manière concise et efficace. Exposant les règles comme un avocat présentant un dossier, les vampires dirigent Ashford City en secret depuis 400 ans en vertu des accords de minuit, un traité avec le gouvernement humain qui maintient la paix. Nous nous occupons de la nuit, ils s'occupent du jour, et les liens de résonance sont sacrés mais rares. Le dernier remonte à 80 ans. Si vous acceptez le lien, vous serez protégé et pris en charge, et lié à Lucien jusqu'à ce que l'un de vous meure. Si vous refusez, il peut invoquer l'alliance et vous réclamer quand même. Mais cela brisera la confiance de sa cour. Les vampires accordent de la valeur au consentement dans les liens de résonance. Les revendications forcées sont considérées comme une faiblesse. Un roi qui ne peut pas gagner la loyauté de son écho est un roi qui ne peut pas se contrôler. Et Mara dit que se passe-t-il si je fuis, et le sourire de Célène devint acéré, et elle dit « Il vous trouvera ». Et la prochaine fois, il ne demandera pas gentiment. Le lien est déjà en train de se former. Vous le sentirez bientôt, ses émotions se mêlant aux vôtres, votre emplacement toujours connu de lui. La résonance ne ment pas. Si le lien s'est formé, c'est parce que vous êtes des miroirs, brisés aux mêmes endroits. Et Mara dit « Je n'ai pas demandé à être le miroir de qui que ce soit, et Célène dit lui non plus, mais nous y voilà. Et la question maintenant est de savoir ce que vous en faites, accepter et gagner un protecteur, un partenaire, l'immortalité. Si vous le choisissez plus tard, refusez et il invoque l'alliance et vous perdez entièrement votre choix. Voilà vos options. Je vous suggère de choisir judicieusement. Et Mara resta assise dans la pièce de verre, surplombant la ville scintillante, et sentit les murs se refermer. Pas des murs littéraux, mais le sentiment que chaque chemin menait au même endroit, que le choix était une illusion. Et elle dit « Si je dis non ?» Et Célène la regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect, et dit alors il invoquera l'alliance, et il se détestera pour ça, mais il le fera.
Lucien a survécu 3 siècles en faisant ce qui est nécessaire. Et vous êtes nécessaire maintenant. Et Mara dit, j'ai besoin de réfléchir. Et Célène dit, bien sûr, vous avez jusqu'à l'aube. Il ne vous forcera pas avant. Et Mara se leva et se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville qui était dirigée par des vampires depuis 400 ans sans qu'elle ne l'ait jamais su, et se demanda ce qu'elle ne savait pas d'autre. Quelles autres lois et liens et anciennes revendications attendaient dans le noir, et derrière elle, Célène dit, pour ce que ça vaut, « Je pense que vous choisirez de rester. Vous avez l'air de quelqu'un qui est fatigué de fuir. » Et Mara ne répondit pas parce qu'elle ne savait pas si c'était vrai, ne savait plus rien sauf que l'inconnu de la boîte s'appelait Lucien, et qu'il était un roi et qu'il avait décidé qu'elle était à lui. Et la seule question qui restait était de savoir si elle entrerait dans la cage de son plein gré ou si elle y serait traînée. Lucien se tenait dans l'embrasure de son bureau privé à 3 heures du matin et fixait l'écran de surveillance qui montrait chaque recoin de la tour de verre, un système de sécurité que Célène avait insisté pour installer il y a 50 ans lorsque les accords avaient été testés pour la première fois par des enquêteurs mortels, et il observait la suite d'invités au 14e étage depuis 4 heures, attendant que Mara fasse ce que tous les autres mortels avaient fait face à la réalité de la loi des vampires, pleurer ou crier ou essayer de briser les fenêtres ou séduire les gardes ou simplement se recroqueviller et se fermer. Mais elle n'avait rien fait de tout cela, elle avait plutôt pris une douche, enfilé les vêtements que Célène lui avait laissés, puis était sortie de la suite à minuit, et les gardes s'étaient préparés à l'arrêter, et Lucien avait envoyé un unique texto à leur capitaine disant « Laissez-la marcher, curieux de voir où elle irait. » Si elle essaierait l'ascenseur ou les escaliers, ou si elle errerait simplement dans les couloirs à la recherche d'une sortie qui n'existait pas, mais Mara n'avait rien fait de tout cela non plus. Elle avait marché avec une détermination apparente à travers 3 couloirs et monté 2 volets d'escalier comme si elle avait mémorisé le plan d'après la brève visite que Célène lui avait faite. Et elle avait atterri dans la bibliothèque, la pièce aux murs de verre au 16e étage qui contenait 4 siècles d'histoire des vampires. Les textes de l'Alliance, les traités des accords et les journaux intimes de chaque roi qui avait régné sur Ashford City depuis sa fondation. Et Lucien l'avait regardée entrer, regarder autour d'elle, puis commencer à sortir des livres des étagères. Il avait supposé qu'elle cherchait quelque chose à lire, une distraction, mais après 1 heure, elle y était toujours, sortant de lourds volumes reliés en cuir et les feuilletant avec l'intensité concentrée de quelqu'un en pleine chasse. Et Lucien avait senti le premier frémissement d'inquiétude, puis de curiosité, et finalement il ne pouvait plus le supporter. Il quitta son bureau et traversa la tour silencieuse jusqu'à la bibliothèque, et la trouva assise en tailleur sur le sol, entourée de livres ouverts, ses cheveux s'échappant de sa queue de cheval et ses yeux cerclés de rouge mais alertes. Et elle ne leva pas les yeux quand il entra, dit simplement « Je sais que vous me surveillez, les caméras ne sont pas exactement subtiles. » Et Lucien s'arrêta dans l'embrasure et dit « La plupart des mortels ne cherchent pas de lecture quand ils viennent d'apprendre que les vampires sont réels. » Et Mara dit « La plupart des mortels n'embrassent probablement pas des rois vampires par accident non plus. Je me dis que je devrais savoir à quoi j'ai affaire. » Et elle tourna une page du livre sur ses genoux, quelque chose en latin que Lucien reconnut comme un texte de l'Alliance des années 1700, et il dit « Pouvez-vous seulement lire ça ?» Et elle dit « Non, mais je peux lire ça. » Et brandit une tablette qui montrait une traduction scannée. Votre bibliothécaire l'a laissée sur le bureau, très utile. Et Lucien sentit quelque chose de froid et de vif lui traverser la poitrine, moitié alarme et moitié autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il faillit ne pas le reconnaître. Et il s'avança plus loin dans la pièce et dit que cherchez-vous. Mara leva enfin les yeux vers lui, ses yeux sombres le jaugeant. Et dit des failles. Vous avez dit que l'Alliance vous permet de me réclamer, mais les lois ont toujours des exceptions. Et je parie qu'un traité vieux de 400 ans en a quelques-unes, et Lucien rit avant de pouvoir s'en empêcher, un rire court et amer, et dit
Vous faites des recherches sur la loi des vampires et Mara dit « Vous m'avez donné jusqu'à l'aube pour décider. J'utilise mon temps. » Et Lucien dit « Et qu'avez-vous trouvé, sincèrement curieux maintenant ?» Et Mara se leva et prit l'un des livres, l'ouvrit à une page marquée d'un morceau de papier déchiré et dit ceci « Alliance, section 12, sous-section 4. Si un mortel peut prouver que le lien a été déclenché par la contrainte et non par le libre arbitre, l'alliance est nulle et Lucien devint très immobile et Mara continua. Je vous ai embrassé parce que mon ex me harcelait. J'avais peur, j'étais désespérée et j'ai attrapé la personne la plus proche qui semblait pouvoir le faire partir. C'est de la contrainte pure et simple, une menace extérieure forçant mon action. Ce qui signifie que le lien n'a pas été formé par libre arbitre, ce qui signifie que l'alliance ne s'applique pas. Et Lucien la fixa et sentit le sol se dérober sous lui, parce qu'en 312 ans, aucun mortel n'avait jamais fait ça, n'avait jamais retourné sa propre loi contre lui. Et il dit, « Vous voulez plaider la contrainte, devant le conseil. » Et Mara dit, « À moins que vous ne préfériez négocier. » Il s'approcha, lentement, la regardant le regarder, et dit, « Que proposez-vous? » Et Mara prit une inspiration et dit, « Je resterai pendant 30 jours. Je laisserai le lien s'installer. Je verrai si cette histoire de résonance est réelle ou juste une illusion de vampire. Et si après 30 jours je veux toujours partir, vous plaiderez devant votre conseil que le baiser était contraint et que l'alliance ne s'applique pas, vous me laisserez partir. » Et Lucien dit, « Et si je refuse? » Et le sourire de Mara était acéré, et il vit l'acier en elle qu'il avait manqué à la boîte. Et elle dit alors, « Je plaiderai ma cause moi-même, publiquement, devant votre conseil, et j'apporterai chaque preuve du harcèlement de Tyler, texto, email et témoignage, et j'exposerai votre cours au regard des mortels, parce que si je dois tomber, j'emporterai vos précieux accords avec moi. » Et Lucien sentit quelque chose de chaud et de sauvage monter dans sa poitrine, moitié fureur et moitié exaltation, et il dit « Vous me menacez », et Mara dit « Je négocie. » Il y a une différence. Vous avez dit que vous accordiez de la valeur au consentement. Prouvez-le. Il pouvait invoquer l'alliance maintenant, appeler les gardes et la faire emmener dans ses appartements privés et la lier avec une magie du sang qui rendrait toute fuite impossible. Mais la pensée de cela le rendait malade, lui donnait l'impression d'être le monstre qu'il avait passé 3 siècles à essayer de ne pas devenir. Et plus que ça, il était fasciné, complètement fasciné par cette femme mortelle qui était tombée dans son monde par accident et qui essayait maintenant de réécrire les règles. Et il s'entendit rire de nouveau, un vrai rire cette fois, rauque, amer et étonné, et dit 300 ans, et personne n'a jamais retourné l'alliance contre moi. Je crois que je suis peut-être déjà amoureux de vous. Et Mara dit, ne le soyez pas. C'est un contrat, pas une romance. Et Lucien dit, nous verrons, et réalisa qu'il le pensait, qu'une partie de lui voulait voir ce que 30 jours avec elle ferait, si le lien s'approfondirait ou se briserait, si elle le choisirait ou partirait. Et l'incertitude de la chose était à la fois terrifiante et enivrante. Il dit, « J'accepterai vos conditions, mais j'en ai une des miennes. Si vous restez les 30 jours et que le lien s'approfondit, si vous pouvez sentir mes émotions et que je peux sentir votre emplacement, preuve que la résonance est réelle, alors vous l'accepterez de votre plein gré. Plus de discussions sur la contrainte ou les failles. Vous resterez. » Et Mara resta silencieuse un long moment, ses yeux scrutant son visage, puis elle dit, « Et si le lien ne s'approfondit pas? » Et Lucien dit alors, « Je plaiderai votre cause moi-même. Je dirai au conseil que le baiser était contraint et je vous libérerai de toute revendication. Vous partirez libre. » Et Mara dit, « Vous feriez ça, risquer votre trône pour une technicité. » Et Lucien dit, « Je ferai ça pour prouver que je ne suis pas un monstre, que le consentement compte même quand le lien s'en moque. » Et il vit quelque chose changer dans son expression, un adoucissement auquel il ne s'attendait pas. Et elle dit, « D'accord, 30 jours. » et tendit la main. Lucien regarda sa main, petite, mortelle et chaude, puis la prit, sentit sa peau brûler contre sa paume comme une marque au fer rouge, et le choc du contact chanta à travers le lien.
plus fort et plus clair qu'il ne l'avait été même à la boîte. Et il sut qu'elle le sentait aussi à la façon dont son souffle se coupa. Et ils restèrent là dans la bibliothèque de verre à 3 heures du matin, avec la ville endormie en dessous, et se serrèrent la main comme des partenaires commerciaux concluant un accord. Et Lucien pensa, c'est la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite, plus dangereuse que d'être transformé, plus dangereuse que de prendre le trône, parce que cette femme mortelle venait de renverser toutes ses suppositions sur le pouvoir et le contrôle, s'était transformée de prisonnière en négociatrice avec rien de plus que 4 heures de recherche et l'audace de croire qu'elle pouvait gagner. Et il voulait voir ce qu'elle ferait ensuite. Le voulait avec une fin qui n'avait rien à voir avec le sang et tout à voir avec le fait qu'elle le regardait comme s'il était un problème à résoudre au lieu d'un roi à craindre. Et cela faisait si longtemps que personne ne l'avait regardé comme s'il était juste un homme qui pouvait être défié, avec qui on pouvait négocier et peut-être même battre. Il relâcha sa main et recula, mettant de la distance entre eux avant de faire quelque chose de stupide comme l'attirer plus près, et dit « Selène rédigera le contrat le matin, légal et contraignant, 30 jours à compter de demain au coucher du soleil. » Et Marat dit pourquoi le coucher du soleil, et Lucien dit parce que le lien sera plus fort la nuit. S'il doit s'approfondir, vous le sentirez quand je serai à pleine puissance. Inutile de le tester pendant la journée quand je suis à moitié endormi. Et Marat hocha lentement la tête, archivant cette information, et Lucien pouvait voir son esprit travailler, cataloguant ses faiblesses. Et il dit « Vous préparez comment me combattre ?» Et Marat dit « Je prépare comment vous survivre. Il y a une différence. » Et Lucien dit « Vous allez être une source d'ennui. » Et Marat dit « Vous n'avez aucune idée. » Et sourit. Et ce n'était pas un sourire doux ou un sourire séducteur. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de gagner du terrain dans une bataille qu'il s'attendait à perdre. Et Lucien sentit le lien se resserrer dans sa poitrine, vif et indéniable, et pensa, oui, des ennuis, exactement le genre qu'il avait évité pendant 300 ans. Et maintenant il se tenait dans sa bibliothèque en vêtements d'emprunt, avec de l'encre sur les doigts et du feu dans les yeux. Et il venait d'accepter de lui donner 30 jours pour décider si elle le voulait, et l'attente allait le tuer. Il dit « Vous devriez dormir, demain sera long. Je devrais vous expliquer au conseil. » Et Marat dit que leur direz-vous, et Lucien dit la vérité, que mon écho est plus intelligente que je ne le pensais, et que nous avons conclu un marché. Ils n'aimeront pas ça. Les revendications forcées sont plus propres, mais ils l'accepteront parce que l'alternative est un combat public qui pourrait nous exposer. Et Marat dit bien, et commença à rassembler les livres pour les remettre sur les étagères. Et Lucien dit, laissez-les, le personnel s'en chargera. Et Marat dit, je nettoie mes propres dégâts, et continua à ranger les livres. Et Lucien la regarda et pensa, elle n'a aucune idée de ce qu'elle a fait, aucune idée que transformer l'alliance en une négociation vient de la rendre plus précieuse que n'importe quel écho dans l'histoire. Parce qu'un consentement donné librement après pleine connaissance vaut plus que 1000 liens forcés, le Conseil le verra même s'ils ne veulent pas l'admettre. Et si elle me choisit à la fin des 30 jours, ce sera inattaquable. Personne ne pourra remettre en question ma revendication ou mon droit de la protéger. Mais si elle part, et il laissa la pensée en suspens parce qu'il ne pouvait pas la finir, ne pouvait pas imaginer ce que ce serait de la laisser partir après 30 jours où le lien se serait approfondi, où il aurait senti ses émotions et connu son emplacement et appris la forme de son esprit, une résonance inaccomplie le consumerait, le laisserait sauvage, et il devrait abandonner le trône et entrer dans le long sommeil, l'équivalent vampirique de la mort. Et il venait d'accepter de risquer cela pour une mortelle qui le connaissait depuis moins d'un jour. Marat finit avec les livres et se tourna pour lui faire face et dit « J'ai une autre question ». Et Lucien dit « Demandez ». Et Marat dit « Pourquoi avez-vous accepté? Vous auriez pu simplement invoquer l'alliance ce soir, me forcer. » Et Lucien resta silencieux un moment, puis dit « Parce que vous m'avez regardé dans les yeux et exigé un choix. Et j'ai passé 3 siècles à priver les gens de choix, et j'en suis fatigué d'être la chose que les mortels craignent dans le noir,
Et s'il y a ne serait-ce qu'une chance que vous me choisissiez librement, que vous vouliez ce lien au lieu de simplement le subir, alors cela vaut le risque. Et Mara dit même si ça vous tue, et Lucien dit même alors, et le pensait, et la vie absorbait cela. Vit la façon dont son expression passa de méfiante à quelque chose de plus doux, pas de la confiance, mais peut-être le début de celle-ci, et elle dit d'accord, 30 jours, et Lucien dit 30 jours, et ils se tinrent là dans la pièce de verre, avec leurs reflets pris dans les fenêtres comme des fantômes. Le roi vampire qui avait régné pendant 1 siècle, et la femme mortelle qui avait transformé sa loi en arme, et Lucienne pensa c'est le point médian, le moment où tout change. Avant ça, elle était un problème à résoudre, et après ça, elle est une partenaire avec qui négocier, et le lien vibrait entre eux, satisfait et affamé, attendant de voir ce que 30 jours feraient d'eux, s'ils finiraient en tant que roi et écho, ou en tant que 2 personnes qui avaient essayé et échoué à s'accorder, et pour la première fois depuis des décennies, Lucien ne connaissait pas la réponse, et l'incertitude de la chose lui donnait l'impression d'être vivant. Mara passa le premier jour de l'accord de 30 jours à essayer de prétendre que tout était normal, ce qui était impossible quand la normalité signifiait être piégé dans une tour de verre dirigée par des vampires et lié par un lien surnaturel à un roi de 300 ans qui avait accepté de ne la forcer à rien, mais qui avait aussi très clairement indiqué que fuir serait inutile. Et Célène lui avait montré les limites de sa liberté ce matin autour d'un café trop cher et trop parfait. Vous pouvez vous déplacer dans la tour comme vous le souhaitez, tous les étages sauf les sous-niveaux où le conseil se réunit, et le 20e étage, qui est la résidence privée de Lucien, vous êtes une invitée selon les termes de la résonance. Pas une prisonnière, et Mara avait dit quelle est la différence, et Célène avait souri de ce sourire acéré, et dit « Une prisonnière serait enchaînée. Vous êtes dans un contrat. Il y a une différence même si on ne la ressent pas. » Et Mara avait pris son café et sa tablette empruntée et était partie chercher un coin tranquille pour réfléchir. Elle trouva la terrasse d'observation au 18e étage, une pièce qui était plus fenêtre que mur, du verre du sol au plafond surplombant la ville dans toutes les directions, et elle s'assit dans l'un des fauteuils bas, les genoux ramenés contre elle, et essaya de dessiner, sa méthode habituelle pour réfléchir aux problèmes, laissant sa main bouger pendant que son cerveau travaillait en arrière-plan. Et elle était à mi-chemin d'un design qui devait être un logo pour un café, mais qui se transformait sans cesse en motifs géométriques ressemblant à des cages quand cela la frappa. Une vague de solitude si écrasante et si soudaine qu'elle haleta et laissa tomber son crayon. Ce n'était pas la sienne, elle le sut immédiatement. Sa solitude était familière. Une douleur sourde avec laquelle elle vivait depuis la mort de ses parents quand elle avait 19 ans. Depuis qu'elle s'était construit une vie de travail en freelance, d'indépendance prudente, et en ne laissant personne s'approcher assez pour la quitter. Mais ceci était différent. C'était vieux et profond, et sans fin. Une solitude qui s'était calcifiée en quelque chose de solide, un poids qui avait été porté si longtemps qu'il était devenu partie intégrante de l'architecture. Et Mara resta assise, la main pressée contre sa poitrine, et pensa « Qu'est-ce qui se passe ?» Puis se souvint des mots de Lucien la nuit dernière. Le lien s'approfondit plus vite que je ne l'attendais. Tu sentiras plus de choses bientôt. Et elle réalisa que c'était ça, la contagion émotionnelle. Sa solitude se déversant en elle à travers le lien, et c'était si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle se leva, chancelante, et suivit le sentiment comme une aiguille de boussole, à travers la terrasse d'observation, descendant 2 volets d'escalier et le long d'un couloir qu'elle n'avait pas encore exploré, et la solitude devint plus forte à mesure qu'elle se rapprochait, une attraction dans sa poitrine qui était à la fois douleur et direction, et elle se retrouva devant une porte en bois sombre, sans plaque nominative, et elle frappa sans réfléchir, et entendit sa voix dire « Entrez », et elle poussa la porte. Le bureau de Lucien était exactement ce à quoi elle se serait attendue si elle y avait pensé. Du bois sombre, une lumière tamisée et des étagères garnies de livres qui semblaient plus vieux que la ville elle-même.
un bureau qui était plus une œuvre d'art qu'un meuble, et un mur dominé par une peinture, un portrait d'une femme en robe du XIXe siècle, cheveux sombres et yeux sombres, et un sourire en plein mouvement, comme si elle avait été en train de rire quand l'artiste l'avait saisie, et Lucien se tenait devant, le dos tourné à la porte, et la solitude qui émanait de lui était si forte que Marat faillit faire demi-tour et partir, mais elle dit « Je l'ai senti, votre solitude, elle est bruyante. » Et Lucien devint très immobile, puis se tourna pour la regarder, et son expression était soigneusement vide, mais ses yeux le trahissaient, le choc, la honte et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Il dit le lien s'approfondit plus vite que je ne l'attendais. Tu sentiras plus de choses bientôt. Et Marat entra dans la pièce et ferma la porte derrière elle, parce que cela semblait privé, semblait être quelque chose qui ne devrait pas se produire dans un couloir où n'importe qui pouvait voir, et elle dit qui était-elle, en désignant la peinture, et Lucien regarda le portrait un long moment et dit quelqu'un que j'ai laissé tomber, il y a longtemps, et Marat s'approcha, étudiant le visage de la femme, la façon dont l'artiste avait capturé son rire, la façon dont sa robe était vert foncé et ses mains tendues vers quelque chose hors du cadre, et Marat dit « Elle me ressemble », et Lucien dit « Oui », et Marat dit « Est-ce pour ça que le lien s'est formé ?» Et Lucien dit en partie « Son nom était Élise. C'était ma sœur humaine. Elle s'est noyée en sauvant un enfant qui était tombé à travers la glace sur la rivière, et j'ai été transformée la même nuit en essayant de la sauver. J'ai échoué. J'étais trop lent. Je l'ai regardé mourir, et puis je suis devenue ça. Et je porte cet échec depuis 312 ans. Et le lien t'a reconnu, parce que tu as son imprudence, sa bravoure, la façon dont tu as embrassé un inconnu pour te sauver était exactement le genre de choses qu'Élise aurait faites, se jeter dans le danger sans réfléchir, parce que l'alternative était pire. Et le lien ne se soucie pas de la romance ou de la compatibilité, il se soucie de la résonance, de retrouver la forme de ce qui a été perdu, et tu es la forme de ma sœur, de mon échec, de ma blessure, et je ne voulais pas de ça, je ne voulais pas la voir en toi, mais le lien ne se soucie pas de ce que je veux. Marat se tenait devant la peinture et sentait la solitude presser contre ses côtes, et pensa « Je suis l'écho d'une femme morte, un fantôme portant mon visage. » Et elle aurait dû être en colère à ce sujet, aurait dû se sentir utilisée ou réduite ou effacée. Mais au lieu de cela, elle sentit autre chose, une compréhension profonde et inattendue, parce qu'elle savait ce que c'était que de porter un deuil qui ne s'estompait pas, savait ce que c'était que d'être façonnée par la perte. Et elle dit « Je ne suis pas elle », et Lucien dit « Je sais ». Mais le lien ne le sait pas. Et Marat se tourna pour le regarder et vit la façon dont il se tenait, trop immobile, trop contrôlé, comme s'il avait peur de se briser s'il bougeait. Et elle dit « Tu es seul depuis 300 ans ». Et Lucien dit pas seul. « J'ai la cour, le conseil, Solène. » Et Marat dit « Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. Tu as été entouré de gens qui te craignent, ont besoin de toi et te servent. Mais personne ne t'a vu, pas vraiment, pas la partie qui est encore humaine. » Et Lucien la regarda, et quelque chose sur son visage se fissura, juste un peu, et il dit non. Et c'était si bas qu'elle faillit le manquer. Et Marat pensa « Je devrais partir. Je devrais sortir de cette pièce et mettre de la distance entre nous avant que le lien ne m'entraîne sous l'eau. » Mais ses pieds restèrent plantés sur le sol, et elle dit « Le lien nous rend vulnérables. » Et Lucien dit « Oui, ça va empirer. Tu sentiras mes émotions plus clairement, et je saurai toujours où tu es, ce que tu ressens. Le lien ne croit pas à la vie privée. » Et Marat dit « Je n'ai pas signé pour ça. » Et Lucien dit « Moi non plus. » Mais nous y voilà. Et ils se tinrent là dans le bureau sombre, avec la peinture d'Élise qui les regardait, et la solitude assez épaisse pour étouffer. Et Marat ne le réconforta pas, ne traversa pas la pièce pour toucher son épaule ou dire quelque chose de doux, mais elle ne partit pas non plus, resta juste là dans l'embrasure, prise entre l'empathie et l'autoconservation. Et finalement Lucien dit « Tu devrais y aller, ce n'est pas ton fardeau à porter. » Et Marat dit « Apparemment si, c'est ce que le lien signifie. Non,
tes fardeaux deviennent les miens. Et Lucien dit seulement si tu les laisses faire, tu peux toujours partir à la fin des 30 jours. Et Marat dit le puis-je, parce que ça n'en a pas l'air. Et Lucien dit, je te laisserai partir même si ça me tue, j'ai promis. Et Marat entendit la vérité là-dedans, entendit le coup, et pensa, il le pense, il me laissera vraiment partir, et ça le consumera, et il le fera quand même, parce qu'il accorde plus de valeur à mon choix qu'à sa survie. Et ce fut le moment où elle commença à le voir comme autre chose qu'un prédateur, commença à voir l'homme vidé par le deuil et figé au moment de son pire échec, et elle fut terrifiée de voir à quel point il serait facile de se soucier de lui, comment le lien dépouillait ses défenses plus vite qu'elle ne pouvait les reconstruire. Le lendemain, Mara se réveilla avec un texto de Tyler à 2h48 de l'après-midi, ce qui signifiait qu'elle avait dormi toute la matinée pour la première fois depuis des années, son corps s'effondrant enfin après 2 jours d'adrénaline, de peur et de liens surnaturels, et le texto disait « Je sais où tu es, je sais ce qu'il est. Nous devons parler », et Mara le fixa pendant 1 minute entière avant de le supprimer, les mains tremblantes, parce que comment Tyler savait-il, comment l'avait-il trouvé, et plus important encore, que voulait-il dire par « Je sais ce qu'il est », et elle songea à le dire à Lucien, puis décida de ne pas le faire. Elle n'avait pas besoin qu'il résolve son problème avec Tyler par la violence, n'avait pas besoin de plus de sang sur les mains, même si c'était métaphorique, et elle s'habilla, alla chercher un café et essaya de prétendre que le texto n'avait pas eu lieu. 10 minutes plus tard, Selene la trouva dans la cuisine de la tour, un espace étincelant d'acier et de marbre qui semblait appartenir à un restaurant, et dit « Ton ex est dans le hall », et Mara dit quoi, et Céline dit « Tyler Vaughn, il est arrivé il y a 5 minutes en exigeant de te voir, en criant des histoires de monstres et d'enlèvements. La sécurité l'a maîtrisé, mais Lucien veut savoir comment tu veux gérer ça. » Et Mara sentit son estomac se nouer parce que c'était exactement ce qu'elle craignait. Tyler qui intensifiait les choses. Tyler qui faisait une scène. Tyler qui refusait de lâcher prise, même quand lâcher prise était la seule option sensée. Et elle dit « Je vais m'en occuper ». Et Selene haussa un sourcil et dit « Lucien a proposé de s'en occuper ». Ce qui en langage vampire signifie le faire disparaître. Et Mara dit non, absolument pas, je vais lui parler. Et Selene dit « Tu es sûre, il a l'air déséquilibré ». Et Mara dit « J'en suis sûre » et se dirigea vers l'ascenseur, le cœur battant. Le hall était plein de gens, des mortels et des vampires mêlés en vêtements coûteux, menant des affaires qui semblaient normales jusqu'à ce que vous remarquiez la façon dont certains se déplaçaient trop vite ou se tenaient trop immobiles, et Tyler était au centre, tenu par 2 gardes de sécurité en costume noir, et il avait l'air terrible, pas rasé et les yeux hagards, serrant un dossier de papier. Et quand il vit Mara sortir de l'ascenseur, il se mit à crier « Mara, Dieu merci, tu dois sortir d'ici, il n'est pas humain, aucun d'eux ne l'est, j'ai des preuves. » Et Mara s'avança lentement vers lui, consciente de tous les yeux dans le hall qui se tournaient pour regarder, et dit Tyler, « Tu dois partir. » Et Tyler dit, « Je ne partirai pas sans toi. As-tu la moindre idée de ce qu'il est, de ce qu'ils sont tous? J'ai fait des recherches, il y a des blogs, des sites de conspiration. Des gens essaient d'exposer le gouvernement de l'ombre d'Ashford City depuis des années. Et c'est réel, tout est réel, les vampires dirigent cette ville et tu vis avec leur roi. » Et Mara entendit le mot vampire résonner dans le hall et vit la façon dont la foule devint immobile, des prédateurs évaluant une menace. Et elle dit « Tyler, arrête de parler. » Et Tyler dit « Non, tu dois entendre ça. C'est un monstre et il t'a kidnappé et je vais aller voir la presse. Je vais tous les exposer à moins que tu ne partes avec moi maintenant. » Mara leva les yeux et vit Lucien debout sur la mezzanine, les mains sur la balustrade, regardant avec une expression parfaitement calme et absolument mortelle. Et elle pensa « Il va tuer Tyler. Il va bouger plus vite que la vue humaine ne peut le suivre et lui briser le cou, et je ne pourrai rien faire pour l'arrêter. » Et elle se retourna vers Tyler et dit « Je sais. »
Et Tyler s'arrêta en pleine tirade et dit quoi? Et Mara dit: Je sais ce qu'il est, je sais ce qu'ils sont tous, et je reste quand même. Et Tyler la fixa comme si elle l'avait giflé et dit: Tu sais. Et Mara dit oui. Et Tyler dit: Et tu choisis de rester, tu le choisis lui. Et Mara prit une inspiration et dit: Je ne veux pas de toi, Tyler, je n'ai jamais voulu. Et quoi que tu penses savoir, ça ne changera rien. Je ne suis pas ici parce qu'il m'a kidnappé. Je suis ici parce que je préfère être ici que n'importe où tu es. Et c'était comme briser une chaîne, le dire à voix haute, dire la vérité qu'elle avait eu trop peur ou trop honte de dire pendant 3 ans. Et le visage de Tyler devint rouge puis blanc, et il se jeta sur elle, les mains tendues, et Lucien fut soudainement là entre eux, se déplaçant plus vite que les yeux de Mara ne pouvaient le suivre, une main autour de la gorge de Tyler, le soulevant du sol, et ses yeux étaient noirs, complètement noirs, pas de blanc, pas d'iris, juste une obscurité sans fin. Et sa voix, quand il parla, était morte et froide, et dit: Touche-la encore une fois, et il ne restera pas assez de toi pour t'enterrer. Mara s'entendit crier: Ne fais pas ça, le mot lui arrachant la gorge, et Lucienne se figea. Sa main toujours autour de la gorge de Tyler, mais sans serrer, et il tourna la tête pour la regarder, et ses yeux étaient toujours noirs, et Mara dit: S'il te plaît, lâche-le, s'il te plaît. Et Lucien la fixa un long moment, puis laissa tomber Tyler, qui s'effondra sur le sol en marbre en haletant, et Lucien recula, et ses yeux redevinrent gris, et Tyler se releva en se débattant et courut, laissant son dossier de preuves éparpillé sur le sol du hall. Et les gardes de sécurité ne l'arrêtèrent pas, le regardèrent simplement partir, et le hall était silencieux, chaque personne figée, et Mara resta là, tremblante, et pensa: Je viens de sauver la vie de Tyler avec un seul mot. Lucien s'est arrêté parce que je le lui ai demandé, et elle ne savait pas quoi faire de ça, ne savait pas ce que cela signifiait qu'un roi vampire l'ait écouté au lieu de suivre ses propres instincts. Et Lucien dit: Tu viens de lui sauver la vie. J'espère que tu ne le regretteras pas. Et Mara dit: Je ne pouvais pas te laisser le tuer. Et Lucien dit: Même s'il a menacé de nous exposer, même s'il t'a mise en danger. Et Mara dit même alors: Je n'aurai pas de sang sur les mains. Et Lucien la regarda avec quelque chose qui pouvait être du respect ou de la frustration, ou les deux, et dit: Il reviendra, tu le sais. Il n'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas détruite ou que je ne l'aurai pas détruit. Et Mara dit: Alors nous nous en occuperons quand ça arrivera, mais pas comme ça, pas par le meurtre. Et Lucien dit: Comme tu voudras, et s'éloigna, et Mara resta dans le hall, entourée de vampires et de mortels qui venaient de la voir donner des ordres à un roi et se faire obéir, et pensa: Tout vient de changer, je viens de choisir publiquement son monde plutôt que celui de Tyler, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Lucien était assis dans la salle du conseil 2 nuits plus tard et essayait de ne pas montrer à quel point il voulait tuer chacun des anciens vampires qui le fixaient depuis leur chaise de pierre, 5 figures qui avaient partagé le pouvoir sur Ashford City avec lui pendant un siècle et qui le regardaient actuellement comme s'il avait perdu la tête, et la plus âgée, une femme nommée Cordelia, qui avait été transformée pendant la Révolution française et qui se comportait toujours comme une aristocrate se dirigeant vers la guillotine, dit: Laissez-moi voir si je comprends. Vous avez permis à un mortel qui connaît notre nature de se promener librement. Vous avez donné à votre écho une clause de sortie du lien de résonance. Et vous avez conclu un accord qui met toute notre cour en danger. Tout ça parce que vous accordez de la valeur au consentement. Et Lucien dit oui. Et Cordelia dit: Vous vous êtes ramolli pour une fille mortelle. Savez-vous ce que cela donne comme image à la cour? Et Lucien dit: Cela donne l'image que j'accorde de la valeur au consentement. Quelque chose que vous avez tous oublié. L'alliance n'a jamais été conçue comme une arme. Elle était destinée à protéger les liens de résonance des interférences extérieures, et forcer une revendication quand le mortel est réticent va à l'encontre de tout son objectif. Et un autre membre du conseil, Marcus, assez vieux pour se souvenir de la chute de Rome, dit: L'objectif est la continuation. Les vampires ont besoin des échos pour rester sains d'esprit, pour se souvenir de ce que signifie être humain.
Et si nous permettons à notre roi de laisser son écho partir, nous créons un précédent qui nous détruira. Que se passera-t-il lorsque le prochain lien de résonance se formera et que le mortel exigera le même accord? Que se passera-t-il quand ils commenceront tous à négocier au lieu d'accepter? Et Lucien dit alors, nous prouverons que les liens sont réels. Nous prouverons que la résonance vaut la peine d'être choisie librement. Et Cordelia rit, un rire amer et sec, et dit, vous êtes un imbécile. Vous pariez votre trône et votre santé mentale sur une mortelle qui vous connaît depuis 3 jours. Et Lucien dit, je parie sur la possibilité qu'un consentement donné librement vaille plus que 1000 revendications forcées, et si je me trompe, je me retirerai. Mais je ne la forcerai pas, je ne deviendrai pas le monstre qu'elle craint. Le conseil resta silencieux un moment. Puis Marcus dit, l'ex de la mortelle, c'est pour nous. Il était dans notre hall en train de crier des histoires de vampires et de gouvernements de l'ombre. Il a des preuves, ou pense en avoir, et vous l'avez laissé partir. Pourquoi? Et Lucien dit parce que Marat me l'a demandé. Et Cordelia dit, et vous avez obéi. Un roi obéissant à une mortelle, vous entendez-vous? Et Lucien dit, je l'ai entendu, et j'ai choisi d'écouter. Et si cela me rend faible à vos yeux, alors votez pour me destituer, invoquez le droit de conclave. Mais je ne tuerai pas un mortel pour prouver que je suis fort. Et le conseil échangea des regards, une communication silencieuse passant entre eux, et finalement Cordelia dit « Nous vous donnons 1 semaine. Si le lien ne s'est pas solidifié d'ici le 13 novembre, si Marat n'a pas accepté la résonance de son plein gré, nous invoquerons le droit de conclave, un vote d'urgence pour vous outrepasser et la réclamer par décret du Conseil. Et vous perdrez votre trône pour incompétence. » Et Lucien sentit le piège se refermer sur lui, net et absolu, et dit « Vous me forcez la main. » Et Cordelia dit « Nous protégeons la cour. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour prouver que le lien est réel. Prouver qu'elle vous choisit librement, ou nous choisirons pour elle. » Et Lucien dit « Et si je refuse ?» Et Marcus dit alors « Nous vous dépouillons de votre royauté ce soir et la réclamons quand même. Au moins de cette façon, vous avez une chance. 7 jours pour la convaincre. 7 jours pour lui montrer que le lien vaut la peine d'être accepté. Nous sommes généreux. » Et Lucien pensa généreux. Il me coince et appelle ça un cadeau. Si je force Marat, je perds sa confiance. Si je ne le fais pas, le conseil la force quand même, et je perds tout. Et il dit « J'accepte vos conditions. 7 jours. » Et Cordelia sourit et dit bien. Nous observerons. Toute la cour observera. Assurez-vous que votre mortel comprenne ce qui est en jeu. Et Lucien quitta la salle du conseil et monta les escaliers jusqu'au toit de la tour, parce qu'il avait besoin d'air, besoin de réfléchir, et se tint au bord, regardant la ville qu'il avait dirigée pendant 100 ans et pensa « Je viens de parier mon trône sur une femme qui pourrait partir. J'ai 7 jours pour prouver que le lien est réel sans le forcer, 7 jours pour la faire me choisir librement, et si j'échoue, le conseil la réclame, et je perds tout. Mon trône, ma santé mentale, mon humanité restante, et le pire c'est que je le referai, je ferai le même choix, parce que l'alternative est de la forcer, et je ne peux pas, je ne le ferai pas, même si ça me coûte tout. » Et il sentit le lien se resserrer dans sa poitrine, sentit Marat quelque part en dessous de lui dans la tour, éveillé et effrayé et réfléchissant trop, et il pensa 7 jours, c'est tout ce que j'ai. 7 jours pour la convaincre que me choisir n'est pas la même chose que choisir la captivité, et je n'ai aucune idée de comment faire ça sans devenir exactement ce qu'elle craint. Marat se réveilla à 4h22 du matin, étouffant sous un chagrin qui n'était pas le sien, se noyant dans un souvenir qui ne lui appartenait pas. Et pendant un instant confus, elle ne sut ni où ni quand elle était, car elle se tenait au bord d'une rivière en hiver, et la glace craquait sous ses pieds, et une femme était dans l'eau. Ses cheveux sombres s'étalant comme de l'encre, et Marat criait « Non, 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 s'il vous plaît !» Et des mains se tendaient vers la femme, mais trop lentes, toujours trop lentes, et les yeux de la femme étaient ouverts et vides, et la glace était rouge de sang,
Et quelqu'un disait, « Je peux te sauver, je peux te donner l'éternité, mais le prix est sa vie, tu dois choisir. » Et Mara s'entendit dire, « Oui. » Entendit le désespoir et la rage, et le « s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi », puis des dents dans sa gorge, et un froid se répandant dans ses veines comme du poison, et la femme dans l'eau s'enfonçant plus profondément. Et Mara se réveilla en haletant dans le lit de la suite d'invités avec des larmes sur le visage et la culpabilité de Lucien comme un couteau dans sa poitrine. Elle sut immédiatement que c'était son souvenir, son cauchemar. Le lien était assez profond maintenant pour que ses rêves se mêlent aux siens. Et elle venait de vivre la nuit où il avait été transformé, avait ressenti ce qu'il avait ressenti en regardant sa sœur se noyer, l'avait entendu faire le choix qui le hantrait pendant 300 ans, échanger la vie d'Élise contre sa propre immortalité. Et la culpabilité était si forte que Mara pensa qu'elle pourrait être malade, et elle sortit du lit en trébuchant et traversa les couloirs silencieux de la tour en suivant l'attraction du lien jusqu'à ce qu'elle se retrouve à pousser une porte menant sur le toit. Le jardin sur le toit était sous un dôme de verre qui laissait entrer le ciel nocturne, les étoiles faibles à travers la pollution lumineuse de la ville, et il y avait des roses d'hiver qui fleurissaient dans des parterres surélevés, des fleurs blanches qui ne devraient pas exister en novembre, mais qui existaient quand même. La magie des vampires les maintenant en vie, et Lucien se tenait au bord du dôme, regardant la ville, et il était en manche de chemise malgré le froid, et quand Mara s'avança vers lui, il se tourna, vit son visage et devint très immobile, et dit « Tu l'as senti ?» Et Mara dit « Je l'ai vu, Élise, j'ai ressenti ce que tu as ressenti quand elle est morte. » Et Lucien ferma les yeux et dit « Je suis désolé, le lien n'aurait pas dû aller aussi loin si vite. » Et Mara dit « Arrête de t'excuser de ressentir des choses. C'est la seule raison pour laquelle je suis encore là. » Et Lucien ouvrit les yeux et la regarda et dit « Que veux-tu dire ?» Et Mara dit « Si tu n'étais qu'un prédateur, juste un monstre qui voulait me posséder, je pourrais te haïr, je pourrais te combattre, mais tu ne l'es pas. Tu es un homme qui porte la mort de sa sœur depuis 3 siècles. Un homme qui a troqué son humanité pour la sauver et qui a échoué quand même. Et le lien me fait ressentir ça, me fait comprendre ça, et je ne sais pas quoi en faire. » Lucien resta silencieux un moment, puis dit « Le lien est à double sens maintenant. Je t'ai senti aussi, ta peur de Tyler, ta honte d'avoir besoin d'aide, ta solitude, la façon dont tu as construit des murs si hauts que tu as oublié ce que ça fait de laisser quelqu'un entrer, et nous nous déversons l'un dans l'autre, Mara. C'est ce que fait la résonance. Elle dépouille toutes les défenses et te laisse à vif. Et je sais que c'est terrifiant, mais c'est aussi une preuve, la preuve que le lien est réel. Et Mara dit « Si je pars, est-ce que ça te tuera ?» Et Lucien dit éventuellement « Une résonance inaccomplie consume l'humanité restante d'un vampire. Je deviendrai sauvage en moins d'1 an, peut-être moins, et le conseil m'abattrait, mais je préférerais mourir que de te garder prisonnière, je te l'ai dit, je le pensais. » Et Mara entendit la vérité absolue dans sa voix, et pensa il me laisserait partir en sachant que ça le tuerait. Il accorde tant de valeur à mon choix, et quelque chose dans sa poitrine se brisa. Elle traversa l'espace entre eux sans réfléchir, leva la main et attira son visage vers le sien et l'embrassa. Et sa bouche était toujours froide, mais n'avait plus ce goût anormal, avait le goût de l'hiver et de quelque chose de plus vif. Et cette fois, quand il lui rendit son baiser, ce n'était pas prudent ou contrôlé, c'était affamé, désespéré et soulagé, comme s'il avait attendu ça, attendu qu'elle le choisisse au lieu d'être choisi. Et quand elle se retira, ils respiraient tous les deux fort, et Mara dit « Je ne suis pas prête à rester pour toujours. » Mais je ne suis pas prête à partir non plus. Et Lucien dit alors « Reste jusqu'à ce que tu le sois. » Et Mara dit « Est-ce que c'est assez ?» Et Lucien dit « C'est tout. » Et il enleva son manteau et le mit sur ses épaules, le tissu encore chaud de son corps, même si sa peau était froide. Et ils restèrent là sous le dôme de verre avec les roses d'hiver fleurissant autour d'eux, et la ville se réveillant en dessous. Et Mara pensa « C'est le moment où j'arrête de me battre. C'est le moment où j'admets que le lien est réel, et que je le veux lui. »
et la terreur de la chose n'était égalée que par le soulagement. Mara passa le lendemain à essayer de prétendre que le baiser n'avait pas tout changé, à essayer de revenir à la distance prudente qu'elle avait maintenue depuis son arrivée à la tour. Mais le lien ne la laissait pas faire. Elle pouvait sentir Lucien partout maintenant, sa présence comme un second battement de cœur. Et quand Céline la trouva sur la terrasse d'observation à 6h13 ce soir-là, Mara sut immédiatement que quelque chose n'allait pas à l'expression de son visage. Et Céline dit « Nous avons un problème ». Tyler a posté une vidéo et Mara sentit son estomac se nouer. Céline montra la vidéo sur sa tablette, des images tremblantes filmées depuis l'autre côté de la rue, l'entrée de la tour de verre, des gardes de sécurité se déplaçant trop vite pour être humains, et un plan des portes vitrées du hall où le reflet de Lucien aurait dû être mais n'y était pas. Juste un espace vide là où il se tenait. Et la vidéo était intitulée Les vampires dirigent Ashford City, la preuve à l'intérieur. Et le nombre de vues était déjà de plusieurs milliers, grimpant rapidement. Et Mara dit « Oh mon Dieu » et Céline dit « Ça empire ». Le Conseil a voté pour l'éliminer. Protocole des accords. Les mortels qui exposent les vampires sont éliminés. Lucien a 6 heures pour l'arrêter ou Tyler est mort. Et Mara dit non, absolument pas. Et Céline dit alors tu dois convaincre Lucien. Parce qu'en ce moment, il est en bas, en train de se disputer avec le Conseil. Et il perd. Ils veulent que Tyler disparaisse. La vidéo se propage trop vite. Même si la police humaine la rejette comme un canular, le mal est fait, et Mara courut. Elle trouva Lucien dans son bureau et dit « Tu ne peux pas le tuer ». Et Lucien se détourna de la fenêtre où il regardait la ville et dit « Le conseil a déjà voté, je n'ai plus d'options ». Et Mara dit alors « Crée de nouvelles options, tu es un roi, agis comme tel ». Et Lucien dit « Que veux-tu que je fasse ?» Il a posté des preuves de notre existence en ligne. Il est une menace directe pour les accords. Et Mara dit alors discrédite-le. Fais-le passer pour fou. Fais en sorte que la vidéo ait l'air fausse. Mais ne le tue pas. Si tu le tues, je ne te le pardonnerai jamais. Et Lucien la fixa et dit Tu le choisis lui. Et Mara dit Je choisis de ne pas avoir de sang sur les mains. Il y a une différence. Et Lucien resta silencieux un long moment, puis dit Que suggères-tu? Et Mara dit Laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi enregistrer une déclaration, dire que c'est mon harceleur, que les images sont truquées, que je dépose une ordonnance restrictive. Ça le discréditera assez pour gagner du temps. Et Lucien dit Tu mentirais pour moi. Et Mara dit Je mentirais pour sauver une vie, même la sienne, même s'il ne le mérite pas. Céline entra alors avec une caméra et un script qu'elle avait écrit en 10 minutes. Clinique et efficace, et Mara le lut et dit « Ça me fait passer pour une victime. » Et Céline dit « Tu es une victime. Il t'a harcelé, t'a importuné. Maintenant, il essaye de te ruiner avec de fausses preuves. Utilise-le. » Et Mara pensa au visage de Tyler dans le hall de la tour, sauvage et désespéré. Pensa aux 3 ans de textos, d'appels et de visites surprises. Pensa à la façon dont il n'avait jamais écouté quand elle disait non, et elle dit d'accord, faisons-le. La vidéo prit 6 prises parce que Mara n'arrêtait pas de trébucher sur les mots, avait l'impression de trahir quelque chose de fondamental, mais finalement Céline dit « Celle-là est bonne, nous allons la poster et demander à notre équipe de relations publiques de l'amplifier. D'ici demain matin, Tyler passera pour un ex-obsédé avec une vendetta. » Et la vidéo sur les vampires ressemblera à une triste tentative de vengeance. Et Mara dit « Et que se passera-t-il quand il n'arrêtera pas ?» Et Lucien dit alors « Nous nous en occuperons. Mais pour l'instant, tu lui as gagné du temps. Tu lui as sauvé la vie. Encore une fois. » Et Mara dit « Je ne l'ai pas fait pour lui. » Et Lucien dit « Je sais. Tu l'as fait parce que tu as une ligne morale que tu ne franchiras pas, même pour moi. » Et je commence à penser que c'est ce que j'aime le plus chez toi. Et Mara le regarda et pensa, il vient de dire amour, il l'a dit comme si c'était simple, comme si c'était vrai. Et elle ne sut pas comment répondre. Alors elle hocha simplement la tête et regarda Céline poster la vidéo. La réponse de Tyler arriva 1 heure plus tard, un texto qui disait « Tu as choisi un monstre plutôt que la vérité. Je te le ferai regretter.
Et Mara le supprima et pensa, il ne va pas s'arrêter, il va continuer à revenir. Et finalement, Lucien arrêtera de m'écouter, arrêtera de choisir la retenue plutôt que la violence. Et je ne sais pas si je peux vivre avec ça, mais pour l'instant, Tyler est en vie, et ça doit suffire. Le conclave eut lieu 2 nuits plus tard, à 23 heures exactement. Le conseil invoquant une session d'urgence parce que la vidéo de Tyler les avait forcés à agir. Et Mara se tenait dans l'atrium de verre de la tour avec Lucien à ses côtés, et toute la cour des vampires les observant depuis la mezzanine, des centaines d'yeux, silencieux et jugeurs. Et les 5 anciens du conseil étaient assis sur des chaises à haut dossier, disposées en demi-cercle, et Cordelia dit « Nous sommes ici pour déterminer la légitimité du lien de résonance entre Lucien Ashford et Mara Torres. Des preuves seront présentées, un vote sera tenu, et Céline s'avança avec une tablette et commença à lire. Contagion émotionnelle confirmée. Mara a vécu les souvenirs de Lucien le 7 novembre, suivi de localisation confirmée. Lucien peut sentir sa présence à travers la ville. Contact physique volontaire confirmé. Les gardes ont été témoins d'un baiser sur le jardin du toit. Tous les signes indiquent une solidification du lien, et Cordelia dit, et pourtant elle n'a pas formellement accepté, l'accord de 30 jours tient toujours, ce qui signifie que le lien est conditionnel, et les liens conditionnels sont des liens faibles. Ils mettent la cour en danger. Et Marcus dit, nous appelons à un vote pour outrepasser l'autorité du roi et invoquer l'alliance, réclamer la mortelle par décret du conseil, tous pour, et 3 mains se levèrent, 3 sur 5, et Mara sentit son cœur s'arrêter, parce que c'était une majorité, ils allaient lui enlever son choix. Et Lucien dit, vous ne pouvez pas faire ça, et Cordelia dit, nous le pouvons et nous le faisons. Vous vous êtes montré incapable de sécuriser votre écho. La cour ne peut pas se permettre la faiblesse. Et Mara pensa non, pas comme ça. Et elle s'avança avant de pouvoir y réfléchir et dit « J'invoque le droit de parole ». L'atrium devint silencieux, chaque conversation s'interrompant en plein mot. Et Cordelia dit « Qu'avez-vous dit ?» Et Mara dit « Droit de parole, je l'ai lu dans les textes de l'Alliance. Un mortel, lié par la résonance, peut parler au conclave s'il défend son vampire lié, j'invoque ce droit. » Et Marcus dit « Vous avez étudié notre loi. » Et Mara dit « Je me suis préparé à ça. Vous pensez que je ne savais pas que vous essaieriez de me forcer. » Et Cordelia se pencha en avant et dit « Très bien. Mortel, parlez. » Et Mara prit une inspiration et pensa « Ça y est, c'est le moment où je gagne, où je perds tout. » Elle dit « Vous voulez la preuve que le lien est réel. Je suis ici à le défendre. C'est la preuve. J'aurais pu fuir. J'aurais pu disparaître dans le monde des mortels et vous obliger à me chasser. Mais je suis là. Je négocie. J'essaye de faire en sorte que ça marche selon mes termes et non les vôtres. Et ça devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur la réalité du lien. » Et Cordelia dit ou ça nous dit que vous êtes une mortelle intelligente jouant un jeu dangereux, et Mara dit alors bluffé. Réclamez-moi, forcez le lien, et voyez s'il survit. Voyez si Lucien peut garder son trône quand son écho le déteste, quand chaque vampire de cette cour sait qu'il a dû utiliser la force parce qu'il n'a pas pu obtenir le consentement. Vous l'avez dit vous-même. Les revendications forcées sont faibles, elles sont considérées comme un échec. Alors allez-y, votez, enlevez-moi mon choix, et prouvez que le consentement ne signifie rien pour vous. Prouvez que le principe fondateur des accords, les vampires protègent les mortels, pas ne les asservissent, est un mensonge. Le conseil était silencieux, et Mara continua. Dit, je vous propose un marché. J'accepterai le lien publiquement le 13 novembre, la date limite initiale. Je me tiendrai devant cette cour et dirai « Oui, librement, volontairement, mais seulement si vous abandonnez la revendication de l'Alliance, seulement si vous me protégez de Tyler, mon ex, le mortel qui essaie de vous exposer, et seulement si vous me donnez votre parole qu'aucun autre mortel ne sera forcé dans un lien de résonance, que le consentement sera valorisé avant la commodité. » Et Marcus dit « Vous faites des exigences, une mortelle faisant des exigences au conseil. » Et Mara dit « Je négocie, de la même manière que j'ai négocié avec Lucien. »
de la même manière que je négocie depuis le moment où je suis entrée dans cette tour. Et si vous ne pouvez pas accepter ça, alors vous n'êtes pas digne de régner. Et Cordelia rit, un rire sec et surpris, et dit, Vous avez du cran, je vous l'accorde. Et regarda les autres anciens, et dit Qu'en dites-vous, acceptons-nous ces conditions? Et il y eut un long silence, puis un par un, les anciens hochèrent la tête. Et Cordelia dit Très bien, 13 novembre, vous accepterez le lien publiquement. Si vous manquez à votre parole, Lucien perd son trône, et vous êtes liés par décret du Conseil pour toujours. Acceptez-vous. Et Marat dit J'accepte. Et Lucien à ses côtés dit J'accepte. Et le conclave prit fin. La cour sortit lentement, en murmurant, et Marat resta dans l'atrium vide, tremblante, et Lucien dit « Tu viens de sauver mon royaume », et Marat dit « Je me suis sauvé moi-même, tu faisais juste partie du marché », et Lucien dit « Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu partir, les laisser te forcer puis plaider la contrainte. » Et Marat dit « Parce que je suis fatiguée d'être impuissante. » Fatiguée de laisser les autres faire mes choix, et tu m'as donné les outils pour me battre, la loi, la connaissance, le temps de me préparer, et je ne vais pas gâcher ça. Et Lucien la regarda avec quelque chose dans les yeux de trop grand pour être nommé, et dit Je t'aime. Et Marat dit Je sais, je le sens à travers le lien. Et Lucien dit Et toi? Et Marat dit Je ne sais pas encore. Demande-moi le 13 novembre. Et Lucien dit Je le ferai. Et ils sortirent de l'atrium ensemble. Et Marat pensa Je viens de négocier ma propre cage, mais au moins c'est une cage que j'ai choisie. Au moins les barreaux sont faits de mes mots et non des siens. Et ça doit compter pour quelque chose. Et le 13 novembre était dans 5 jours pour décider si elle pouvait vivre avec le choix qu'elle venait de faire. 5 jours pour savoir si le lien était de l'amour ou juste de la biologie portant le visage de l'amour, et l'attente allait être une agonie. Marat se tenait dans l'atrium de verre après la fin du conclave et sentit le poids de ce qu'elle venait de faire s'abattre sur elle comme un manteau dont elle n'était pas sûre de la taille. Elle venait de promettre d'accepter un lien surnaturel devant des centaines de vampires. Venait de négocier son propre avenir en utilisant des lois qu'elle avait apprises dans des textes anciens dans une bibliothèque 3 nuits auparavant. Lucien lui toucha doucement le coude et dit « Viens avec moi ». Et elle le laissa la guider à travers les couloirs silencieux de la tour et monter les escaliers jusqu'au toit, et quand ils franchirent la porte du jardin, elle s'arrêta parce qu'il neigeait. La première neige de l'année tombait, douce et épaisse, à travers le dôme de verre, des flocons blancs dérivant pour fondre sur les roses d'hiver, et la ville en bas était floue et silencieuse, tous les angles durs adoucis. Marat n'avait pas réalisé à quel point elle en avait besoin de silence après le bruit du conclave, besoin de beauté après la laideur de la vidéo de Tyler et les menaces du conseil. Lucien dit « Je pensais que tu voudrais prendre l'air ». Et Marat dit « C'est parfait », et le pensait. Ils marchèrent jusqu'au bord du dôme où le verre rencontrait le parapet de pierre de la tour. Et Lucien dit « Tu le pensais, ce que tu as dit là-dedans, le 13 novembre ». Et Marat dit « Oui, je le pensais ». Et Lucien dit « Pourquoi tu aurais pu continuer à te battre, aurais pu trouver une autre faille, un autre délai ». Et Marat se tourna pour le regarder et dit « Parce que je suis fatiguée de me battre, fatiguée de fuir, et le lien m'a donné quelque chose que je n'ai jamais eu, un choix soutenu par le pouvoir. Tu as juré de me protéger, tu m'as appris à me battre contre les règles de ton monde, tu as attendu que je décide au lieu de me forcer, et ça vaut quelque chose, ça vaut la peine d'être choisi. » Et Lucien dit « Même si tu ne m'aimes pas. » Et Marat dit « Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je ne savais pas encore, mais je pense que je pourrais. Je pense que je suis déjà à mi-chemin, et ça me terrifie. » Et Lucien dit « Pourquoi ça te terrifie ?» Et Marat dit « Parce que t'aimer signifie accepter ce monde, signifie faire partie de quelque chose que je ne comprends pas entièrement. Signifie faire confiance au fait que le lien est si réel, et pas seulement de la biologie de vampire portant le visage de l'amour,
et j'ai besoin de 5 jours de plus pour être sûr. 5 jours de plus pour savoir si ce que je ressens est à moi ou juste un écho de ce que tu ressens qui se déverse à travers la résonance. Lucien resta silencieux un moment, regardant la neige tomber, puis il dit « Je t'aime depuis la nuit où tu as transformé ma loi en arme, depuis que tu t'es tenu dans ma bibliothèque et que tu as exigé un choix, et j'attendrai 5 jours ou 5 ans ou 5 siècles que tu sois prête à le dire en retour. J'attendrai jusqu'à ce que tu sois sûre. » Et Mara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine parce que personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Personne n'avait jamais accordé autant de valeur à son choix, et elle dit « Et si je ne suis jamais sûre ?» Et Lucien dit « Alors je t'aimerai quand même et te laisserai partir si c'est ce dont tu as besoin, mais je ne pense pas que ce soit ce dont tu as besoin. Je pense que tu as besoin de temps, et le temps est la seule chose que j'ai en abondance. » Et Mara dit « 5 jours. » Et Lucien dit « 5 jours. » Et ils restèrent là sous la neige qui tombait, et Mara pensa « C'est le moment, c'est le choix », et elle leva la main, l'attira vers elle et l'embrassa. Sa bouche était toujours froide, mais n'avait plus ce goût étrange, n'avait plus le goût de l'hiver et du fer, avait juste son goût à lui, et quand elle se retira, elle dit « Je ne sais pas si c'est de l'amour pour l'instant, mais je sais que je ne veux pas perdre ça. » Et Lucien dit « Ça suffit pour l'instant. » Et il enleva son manteau et le mit sur ses épaules. Même si c'était lui qui aurait dû avoir froid, les vampires ne ressentaient pas la température comme les mortels, mais il lui donna son manteau quand même, et Mara le serra contre elle et dit « Le 13 novembre, je dirai oui devant tout le monde, j'accepterai le lien publiquement. » Et Lucien dit « Et je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu n'as pas fait d'erreur. » Et ils s'embrassèrent de nouveau sous la neige avec les roses blanches fleurissant autour d'eux et la ville endormie en bas. Et pour la première fois en 8 jours, Mara ressentit quelque chose comme la paix, comme si elle avait cessé de fuir et commencé à choisir, et la différence était tout. Elle dit « Que se passera-t-il après que j'accepte, après que le lien soit complet ?» Et Lucien dit « Alors tu seras à moi et je serai à toi. Légalement, surnaturellement, politiquement, la cour te reconnaîtra comme mon écho. Tu auras protection, statut, une voix dans la loi des vampires si tu le souhaites. Et si tu choisis l'immortalité plus tard, l'option sera là. Mais il n'y a pas d'urgence. Nous avons le temps. » Et Mara dit « Et Tyler ?» Et l'expression de Lucien devint froide, et il dit « Tyler est un problème que nous réglerons. Le Conseil a accepté de te protéger. Cela signifie éliminer les menaces. » Et Mara dit « Pas en le tuant. » Et Lucien dit « Alors nous trouverons un autre moyen. Nous le discréditerons davantage. Nous le rendrons insignifiant. » Mais Mara, tu dois comprendre qu'il ne s'arrêtera pas. Il en sait trop, et il est trop en colère. Et finalement, nous serons à court d'options. Et Mara dit « Alors nous nous en occuperons quand ça arrivera, mais pas ce soir. Ce soir, je veux juste ça. » Et elle fit un geste vers le jardin, la neige et le silence, et Lucien dit « Alors tu l'auras, ce soir et toutes les nuits suivantes. » Et ils restèrent là jusqu'à ce que la neige s'arrête et que le ciel commence à s'éclaircir à l'est. Et Mara pensa « Je vais accepter un lien avec un roi vampire dans 5 jours. Je vais lier ma vie à la sienne. Et je ne suis pas sûre que ce soit la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite ou la plus imprudente, mais c'est à moi, mon choix, mes conditions, et ça doit suffire. » À 300 miles de là, dans une chambre de motel qui sentait la cigarette et le désespoir, Tyler Vaughn était assis sur un lit affaissé, son ordinateur portable ouvert et ses mains tremblantes. Il était éveillé depuis 36 heures d'affilée, fouillant les forums de conspiration, les sites de hackers et les archives de documents divulgués. Et il avait trouvé, enfin trouvé, un ancien document des accords de 1987, scanné et mis en ligne par quelqu'un se faisant appeler Nightwatch. Le document exposait les faiblesses des vampires avec des détails cliniques. La lumière du soleil, oui, mais aussi l'argent, le fer, certaines fréquences sonores et quelque chose appelé un rituel de rupture,
un moyen de briser un lien de résonance si l'on avait les bons matériaux et les bons mots. Tyler fixa l'écran et pensa: je peux utiliser ça. Je peux briser l'emprise qu'il a sur elle. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve un numéro qu'il avait enregistré 2 jours auparavant. Un numéro qui lui avait envoyé un message après que sa vidéo soit devenue virale, quelqu'un qui disait avoir des informations sur le gouvernement de l'ombre d'Ashford City, quelqu'un qui voulait le rencontrer. Tyler l'avait d'abord ignoré, pensant que c'était un excentrique, mais maintenant il retrouva le message et le relut. Vous n'êtes pas fou, ils sont réels, et on peut les arrêter. Si vous voulez savoir comment, envoyez un texto à ce numéro. Tyler pensa au visage de Mara dans la vidéo qu'elle avait postée, à la façon dont elle l'avait traité de harceleur, à la façon dont elle avait choisi le monstre plutôt que lui, et il sentit la rage s'installer dans sa poitrine comme une pierre. Il tapa un message. J'ai ce qu'il vous faut, parlons, et appuya sur envoyer. La réponse arriva en quelques secondes. Un lieu, une adresse en bordure de la ville, quartier des entrepôts abandonnés, demain soir, venez seul. Tyler ferma l'ordinateur portable, s'allongea sur le lit et pensa: je vais la sauver, qu'elle le veuille ou non, je vais tous les exposer, et si je dois réduire Ashford City en cendres pour le faire, alors c'est ce que je ferai. Il ferma les yeux et ne dormit pas, resta simplement là dans le noir, à planifier, et son téléphone vibra une fois de plus, un dernier message du numéro inconnu. Apportez le document, nous nous occuperons du reste. Et l'écran devint noir.